pam, pam, pam. Allez, on y va. Avant toute chose, je voulais vous présenter mes vœux pour l'année 2023 qui commence. Mes vœux de santé, de bonheur, plein de vœux en blanc que vous remplirez en fonction de ce que vous voulez. Alors ces vœux, c'est vrai, je les ai donnés aux Français le 31 décembre dernier, comme le veut la tradition. Je crois, manifestement, il y a une partie de ces vœux, j'ai été mal compris. J'en veux pour preuve le petit message sympathique de Brice, avec un dessin de Coco. Bon, il y a eu beaucoup de réactions. Alors, bon, je vais plaider. On a voulu me faire dire qu'au fond, j'aurais jamais lu aucun rapport du GIEC, de l'IPES, de tous les experts, et que je découvrais en l'année 2022 les dérèglements climatiques. Alors, j'ai beaucoup d'humilité, mais ça fait des années qu'on agit. Je réponds à vos questions sur ce sujet, donc c'est pas non plus très crédible comme attaque. J'ai le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de mauvaise foi derrière ce qui s'est passé ces derniers jours. Qu'est-ce que j'ai simplement voulu dire? C'est qu'au fond, ça a été encore plus vite que prévu. Et ça, je crois que c'est assez vrai. Même toutes celles et ceux qui, depuis des années, alertent sur l'effondrement de la biodiversité, sur le dérèglement du climat, on dit, regardez, l'été dernier, ça va encore plus vite qu'on ne l'avait prédit et on est encore plus touché qu'on ne l'avait prévu. J'ai rien voulu dire de plus, donc c'était plutôt un message d'alerte écologique. Là, on a voulu me caricaturer en un message de déni. Je ne crois pas que ce soit vrai, il suffit de regarder ce qu'on a fait ces dernières années, ce qu'on va continuer de faire et puis ce qu'on échange ensemble depuis plusieurs mois. Alors ensuite, j'ai une question de Thibaut sur TikTok. Quelles sont à ce jour les actions concrètes engagées envers les industries et les sociétés privées quand on regarde les émissions et nos entreprises? Elles sont très concentrées. Ce sont les sites les plus industriels qui émettent le plus. Et donc on a identifié 50 sites industriels qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Des cimenteries, des aciéries, des grandes zones portuaires, c'est de la chimie. Ça représente autant d'émissions, ces 50 sites, pour que vous ayez une idée, que les émissions en moyenne de 7 millions de Françaises et de Français. Je vais vous montrer une carte qui identifie ces 50 sites avec les millions de tonnes d'émissions. Voilà. Donc au fond, ces 50 sites, c'est 10% des émissions du pays. Alors on a le choix entre deux choses. Soit on dit, on les ferme. Simplement, il y a des Françaises et Français qui travaillent sur ces sites. Ce qu'ils produisent, on en a besoin, nous, pour vivre, pour nous déplacer, acheter des véhicules. Donc si on répond à ces émissions par, au fond, simplement de la punition et qu'on va vers la fermeture de ces sites, on va créer du chômage, on va enlever de la richesse, et c'est pas compatible avec le financement de notre modèle social, et c'est pas cohérent parce qu'on va importer ce qu'on va fermer là, donc on laissera faire des émissions ailleurs. La bonne réponse, eh bien, c'est de les aider à se moderniser et à accélérer leur transition écologique. C'est pour ça qu'en fin d'année dernière, j'ai réuni ces 50 sites à l'Élysée pour leur proposer un grand projet qui est de diviser par 2 leurs émissions en 10 ans. Les émissions sur vos 50 sites, c'est environ 43 millions de tonnes de CO2. Il faut qu'on les baisse à horizon 10 ans de 20 millions de tonnes de CO2. Ils ont 6 mois pour s'engager. Je leur ai d'ailleurs dit, si vous savez aller encore 2 fois plus vite, moi je suis prêt à faire 2 fois plus pour vous y aider. On y va, il faut aller encore plus vite et plus fort. Il y a aussi d'autres moyens de faire bouger les entreprises. Parfois, on doit interdire en donnant des échéances. C'est ce qu'on a fait pour les produits comme le café, le cacao, l'huile de palme. C'est de se dire quand des produits viennent sur notre marché, sont utilisés et sont le fruit d'une déforestation, on stoppe. Et à chaque fois, là pour le coup, il y a d'autres solutions. Ces produits-là, on les fait dans d'autres pays, d'autres régions, avec des modèles productifs dont on sait qu'ils ne font pas de la déforestation. Et on a réussi à européaniser en quelque sorte cette pratique. On est l'un des plus gros marchés au monde. Quand on fait bouger plus de 400 000 Européens, je peux vous dire que les entreprises bougent. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de taxe carbone sur les produits importés aux frontières de l'Europe? Florence, la taxe carbone, elle arrive justement, mais on n'a jamais été aussi près, si je puis dire. Vous savez que c'est un combat que la France porte depuis 2017. Il nous faut une taxe aux frontières de l'Europe sur le carbone, c'est indispensable. Moi, va avec ce à quoi je crois, qui est de dire là aussi, on est pour être une économie forte, pour créer plus d'emplois et pour que le commerce soit en cohérence avec le climat. Pendant la présidence française de l'Union européenne, qui a commencé il y a 1 an, c'était le premier semestre de l'année 2022, on a réussi à faire passer ce qu'on appelle ce mécanisme d'ajustement carbone à nos frontières, qui est cette taxe carbone et qui va mettre un impôt sur justement tous les produits non transformés qui sont importés en Europe, qui ne respectent pas nos normes, pour en quelque sorte compenser les choses. Et de se dire, telle entreprise en Europe, elle produit de l'acier, elle a fait des efforts. Si telle entreprise du reste du monde, elle veut rentrer sur le marché européen, qu'elle n'a pas fait les mêmes efforts, eh ben on va taxer en quelque sorte son mauvais comportement carbone pour éviter qu'il y ait une concurrence déloyale. La décision, on a réussi à la transcrire au niveau européen. Et maintenant, on va rentrer dans la mise en œuvre dans les prochains mois et prochaines années. Ça s'accompagne aussi de ce que je veux vraiment qu'on mette en place, qui est une forme de Made in Europe pour notre industrie, qui est de défendre notre souveraineté,
de continuer à coopérer, commercer avec tout le monde, mais de ne pas être naïf. On a besoin en particulier pour toutes ces nouvelles technologies qui sont bonnes pour le climat, de défendre la production sur notre sol et d'aider, d'encourager nos agriculteurs, nos industriels quand ils font cet effort. J'ai une question d'Overlongful sur YouTube. La loi sur les emballages plastiques, c'est bien, mais c'est que chez nous. Il faut porter ça à l'international, une sorte de loi planétaire. Je suis 100% d'accord. Il y a des sujets sur lesquels on peut d'abord avancer chez nous, c'était quand même le cas du plastique et on a réussi. Et qui a des vrais effets. Vous voyez bien, les couverts, le jetable, tous les plastiques jetables, les pailles, ce qui faisait partie de notre quotidien, on se disait c'est impossible que ça s'arrête, on l'a fait arrêter. Alors comment l'internationaliser? Je ne crois pas que je sois président du monde ni même de l'Europe. Donc les lois dans chaque pays, les pays les prennent souverainement. Si on veut internationaliser, il faut qu'on aille vers une forme de traité international, qu'on arrive à convaincre les autres pour lutter contre les plastiques. Et ça, c'est ce que je veux maintenant qu'on lance. La prochaine session de négociation sur ce sujet pour un traité international contraignant sur la pollution plastique, elle aura lieu en France à la fin du mois de mai 2023. On a un autre rendez-vous qui est 2025 où la France va organiser la conférence des Nations Unies sur les océans, qui est un très grand rendez-vous auquel je tiens beaucoup. Il doit nous permettre d'essayer d'obtenir un accord pour lutter contre la pollution plastique dans nos océans. Enfin, en parallèle, moi je veux qu'on puisse lancer des initiatives, par exemple en mer Méditerranée, où on peut convaincre tous les pays riverains de la Méditerranée d'avoir une action spécifique et peut-être d'aller plus vite. Et puis Overlongful, si vous voulez venir participer à la négociation en mai 2023, banco, joignez-vous. Nathan sur Twitter, qu'allez-vous faire pour contrer le réchauffement climatique ainsi que la destruction des écosystèmes? Vous avez raison, c'est un sujet clé évidemment. Avant de vous faire la liste de tout ce que je fais, je pourrais vous dire, il y a aussi tout ce qu'on a décidé de ne pas faire et qui va dans ce sens. Je revendique d'avoir mis fin à des grands projets qui étaient mauvais pour le climat. Notre-Dame-des-Landes, Europa-City en Île-de-France, le projet de la Montagne d'Or en Guyane. On a juste dit clairement, on ne le fera pas. Tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Parce que quand on prend ces décisions, on se fait attaquer. La décision que j'ai prise sur la Montagne d'Or, les investisseurs ont attaqué le gouvernement français, alors qu'on prenait cette décision pour la nature, parce qu'eux, ils regardaient leurs intérêts. Et donc, il faut aussi qu'il y ait des textes qui permettent de prendre ces décisions. C'est pour ça, entre autres, qu'on a réformé le code minier. C'est quelque chose qu'on a passé durant le quinquennat précédent et qui va nous permettre de bloquer les grands projets qui ne sont pas conformes au climat, mais de faire des choses intelligentes dont on a besoin économiquement, souverainement et pour le climat, tout en protégeant la biodiversité et les écosystèmes. Ensuite, pour contrer justement la destruction de ces écosystèmes, il faut protéger. On a lancé avec le Costa Rica, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, la coalition pour la haute ambition pour la nature et les peuples. Et le but de cette coalition, c'est de protéger 30% des aires marines et des aires terrestres. Nous l'appliquons déjà à nous-mêmes. On n'était que quelques dizaines au début. Et puis on a progressivement obtenu la majorité. Et à la COP15 à Montréal, sur la biodiversité, on a emporté et on réussit maintenant la généralisation et ça devient un standard. Donc tout le monde va maintenant devoir se mettre à cette protection des aires marines et des aires terrestres. Puis il y a un dernier point qui est très important pour moi, c'est de protéger les forêts primaires et les mangroves. Ces trésors de biodiversité qui sont environ 14-15% de la surface terrestre du globe, qui représentent 75% du carbone irrécupérable et qui représentent les écosystèmes de plus de 90% des espèces vertébrées. Et le paradoxe, c'est que les États qui ont ces espaces, on ne les aide pas à les entretenir. Or, c'est des trésors de biodiversité, des réserves de carbone irrécupérables. Si ça brûle, c'est terrible. On a fait beaucoup d'efforts pour protéger ce qu'il y avait encore à protéger. On fait beaucoup d'efforts pour lutter contre la déforestation. On doit maintenant accroître l'effort pour hyper protéger ces forêts primaires dans les États qui sont touchés et qui ont la chance de les avoir. C'est exactement pour ça que le 2 mars prochain, à Libreville au Gabon, la France va co-organiser avec le Gabon et le président Bongo un One Forest Summit où on va bâtir la méthode et les financements qui permettront de protéger ces forêts. Donc c'est un rendez-vous très important qu'on va faire avec les pays concernés. Olivier, sur Twitter, qui m'écrit « Comment peut-on planter 300 000 arbres par jour sur 10 ans ?» Alors, je vais d'abord rassurer Olivier, on l'a déjà fait. Notre pays, en sortant de la Seconde Guerre mondiale, a replanté plus d'1,5 milliard d'arbres. Et cet objectif, il avait été fixé par le Conseil national de la résistance. Donc on l'a déjà fait. Et donc ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose, si je puis dire, parce qu'on est à un moment extrêmement grave et nous devons faire beaucoup plus pour notre forêt, pour à la fois la biodiversité, pour capturer plus de carbone, et puis parce qu'on a été aussi touché par des incendies sur certains territoires. Et c'est l'engagement qu'on a pris, par exemple en Gironde, en Bretagne ou autre. Alors, la forêt française, c'est aux 3/4 une forêt privée. Donc on va accompagner, aider, un peu stimuler les propriétaires forestiers pour qu'ils replantent. Les aider aussi à structurer toute une filière bois, parce que ça doit être une force française. On doit pouvoir replanter, on doit aussi mieux exploiter la forêt. La deuxième partie, c'est donc les 25% de forêt publique. On va mettre en place là un dispositif très organisé, aider évidemment toutes les communes qui gèrent des forêts à replanter, on va les financer, et puis on peut aussi planter plus d'arbres en ville. Le fonds vert de 2 milliards d'euros, on va le mobiliser aussi pour partie là-dessus, pour accompagner les maires qui sont prêts à faire ces petits îlots de plantation dans leur ville. Et on va tous s'y mettre. On donne les coups de pelle. On va regarder.
Voilà, donc mobilisation générale, tous aux côtés de la forêt, le milliard en 10 ans, on le fera. Audrey sur TikTok qui m'écrit « Pourquoi la France ne rejoint-elle pas le moratoire sur le deep sea mining ?» Alors Audrey, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a fait. On a rejoint ce moratoire. C'est la décision que j'ai prise. La France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales. Protéger notre richesse, on doit mieux la connaître, on doit permettre à nos scientifiques d'y travailler, on ne doit pas l'exploiter. Et donc mon objectif, c'est que cette conférence des Nations Unies dont je vous ai déjà parlé sur les océans que la France organisera en 2025, eh bien qu'à ce moment-là, on puisse finaliser des engagements forts, contraignants, qui protègent encore mieux et qui fassent que ce moratoire devienne complètement international. Je saisis cette question pour vous parler de quelque chose qui est lié. On a déjà parlé du plastique, de la pollution des mers, mais aussi toute la pollution qui en fait vient du littoral, de nos fleuves, de nos côtes. Il faut éviter que le plastique et toutes les autres cochonneries qu'on a sur le littoral arrivent en mer. Une fois que c'est en mer, ça se dissout, ça se diffuse en microparticules et en fait c'est terrible pour la biodiversité, pour le plancton, c'est en fait extrêmement compliqué ensuite de réparer. Et quand on regarde l'action efficace qu'on peut avoir, eh bien, c'est de lutter contre les décharges. L'objectif que j'ai fixé en 10 ans, c'est de mettre fin à 55 décharges qu'on a sur notre littoral. Je vais vous montrer la carte. Alors ces 55 décharges littorales, elles représentent les plus forts risques de déversement de pollution en mer. On a commencé le travail à Fouras, par exemple, près du Havre, à Dolmar, et on va continuer. On répare des erreurs qu'on a faites pendant des décennies. Pour imaginer l'ampleur de la tâche, je vous donne un chiffre, ces décharges, c'est 20 années de dépôts sauvages. 20 années. 20 années pendant lesquelles on a laissé les entreprises, les gens, accumuler leurs dépôts dans ces décharges en se disant peut-être ça va s'évaporer. Non, au mieux ça reste et ça pollue les sols. La plupart du temps, ça finit par filer en mer et ça pollue la mer. 400 000 tonnes de déchets amassés qui sont prêts à rejoindre nos océans. C'est ça qu'on va retirer dans les années qui viennent et qu'on va retirer soit donc en les supprimant, soit en les recyclant pour ceux qu'on peut recycler. J'ai Tanoum Lili, j'espère que je prononce bien, qui m'écrit « En combien d'années vous serez biodégradé ?» Alors, qui aurait pu prédire une question aussi bienveillante? Alors je suis désolé Tanoum Lili, je n'ai pas exactement le chiffre, mais je crois que si vous appartenez à la même espèce que moi, on sera biodégradé à peu près dans le même temps. C'est le cycle de la vie. Ce qui compte, c'est évidemment la force de ce qu'on fait et que nos actes, nos décisions ne soient pas biodégradables, mais quelque chose d'irréversible. Et moi, c'est ce qui me motive le plus. Ensuite, j'ai Juanito sur Twitter qui m'écrit « Monsieur le Président, concernant les ZFE, beaucoup de gens ont de vieilles voitures car ils n'ont pas les moyens d'en avoir de récentes. Est-ce que les villes veulent chasser les pauvres ? Que proposer ?» Alors, d'abord, pour que ce soit clair pour tout le monde, les ZFE, c'est les zones à faible émission. C'est les zones qui polluent le plus, enfin où il y a le plus d'émissions. Mais l'objectif, c'est que ça devienne des zones à faible émission. Donc, le problème qu'on a, dans nos grandes villes en particulier, là où la circulation est dense, on a beaucoup de trafic, il y a une forte concentration des émissions. Et en particulier des émissions de particules fines et d'oxyde d'azote. Et donc, c'est un problème à la fois parce que ça pollue beaucoup, c'est mauvais pour les gaz à effet de serre. Et puis, ça pollue beaucoup, ça émet ces particules qui, elles, sont mauvaises pour la santé. Parce qu'on le voit pour beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans ces zones, qu'il y a environ 40 000 décès prématurés qui sont liés justement à une exposition durable aux particules fines. C'est un objectif de climat et un objectif de santé publique qui est extrêmement important. Et donc, il y avait 15 grandes villes qui dépassaient ces seuils en 2015. Au moment où je vous parle aujourd'hui, elles sont moins de 5. Alors, première chose, c'est que ça se fait localement. Oui, ce sont les élus, ce sont vos maires, ce sont vos présidents et présidentes de métropoles, d'intercommunalités qui décident et qui organisent ces zones à faible émission. C'est leur responsabilité. Ils sont au plus près du terrain. Ce n'est pas ici à l'Élysée qu'on va décider comment il faut circuler à tel endroit, quel est le... Non, ça n'aurait aucun sens. Deuxième élément, on essaie de laisser personne sans solution. Et donc, moi je suis sensible à ce que dit Juanito, parce que quand on n'a pas d'autre choix qu'avoir son véhicule pour aller travailler, quand on est infirmier ou infirmière aide-soignant, qu'on a des horaires qui sont très durs, qu'on ne peut pas vivre dans la ville principale, la ville métropolitaine, et qu'il n'y a pas de transport en commun aux heures où on se déplace, donc là qu'est-ce qu'on fait? On accompagne. On a mis en place, vous m'avez déjà entendu en parler, des primes à la conversion, des bonus écologiques. Déjà, partout dans les zones à faible émission, on a augmenté de 1 000 €. Donc vous êtes mieux accompagné. Ensuite, à chaque fois que vous pouvez aller vers d'autres solutions que le véhicule individuel, c'est super aussi. Et dans les grandes villes, on va aller de plus en plus vers ces modes-là. Les solutions de transport public qu'on aide à mieux financer dans la construction et dans la construction de solutions aussi vertes. C'est par exemple les bus à hydrogène que j'ai été inauguré il y a quelques années à Pau. Puis après, c'est des solutions aussi très innovantes où, à des nœuds d'arrivée dans les grandes villes, on va permettre de mettre à disposition des flottes de véhicules peu polluants.
C'est ce qu'on fait avec nos constructeurs, en vous permettant avec une carte d'avoir accès à un véhicule qui est plus petit, qui vous permet de vous stationner plus facilement. Flotte de véhicules verts, transport en commun, mobilité douce, c'est-à-dire les vélos avec le plan vélo. On a des tas de solutions qu'on met en place et au fond, c'est une transition ce qu'on vit. Et cette transition, elle inquiète tout le monde et c'est légitime. Et donc, elle suppose de le faire aussi avec beaucoup de respect pour chacun. Alors ensuite, j'ai Thierry, 2 minutes. À mon avis, c'est un pseudonyme. Vous faites du compost à l'Élysée. Je ferai moins de 2 minutes, Thierry. Oui. On fait du compost à l'Élysée depuis 4 ans maintenant. Et cette année, on commence la géothermie. On va aussi commencer un système de récupération des eaux pluviales. Ensuite, j'ai Quentin Bro, ou Brot, je ne sais pas comment on prononce, qui me met « Comment pouvons-nous engager chacun à notre niveau dans l'écologie ?» Et en ce qui me concerne, comment en tant que lycéen, je peux me battre pour elle. Quentin, de plusieurs manières. D'abord, on a mis en place les éco-délégués. Et donc au lycée, au collège aussi, dans certains CM1, CM2, on a commencé ça, les éco-délégués dans les classes qui sont en charge de cette vigilance et des initiatives qui sont bonnes pour le climat et pour changer les pratiques. C'est des potagers, c'est aider aussi à changer à la cantine l'alimentation, faire plus de circuits courts, c'est de mettre en place des systèmes de compost, des recyclages de papier, c'est d'avoir du tri de déchets. Il y a plein d'initiatives concrètes que les éco-délégués portent dans les classes. Ensuite, c'est de promouvoir et de participer à des initiatives en dehors de l'école, par un temps d'engagement. Lutter contre la pollution sur nos ruisseaux pour aider à replanter. On va s'appuyer sur vous et les lycéens peuvent faire beaucoup. Troisième chose, on va mettre en place le service universel avec un séjour de cohésion sur lesquels on va sensibiliser et agir là aussi sur les sujets d'environnement. Et avec, pour ceux qui le voudront là, plus tard, ceux qui voudront aller vers le service civique qu'on va universaliser, eh bien un module sur tous les métiers et les actions pour l'environnement. Et donc là, on va aussi créer des vocations. Et puis comme lycéen, vous pouvez aussi faire beaucoup pour nous aider à porter ces débats dans la vie lycéenne et avec vos parents. Parce qu'en quelque sorte, vous êtes des ambassadeurs pour nous aider au changement et sensibiliser tout le monde. Voilà, merci pour ces questions. J'espère avoir répondu comme d'habitude de la manière la plus directe et la plus franche. J'essaie de faire beaucoup, on essaie tous de faire beaucoup depuis maintenant un peu plus de 5 ans sur tous ces sujets. J'essaie de défendre ici les résultats qu'on a parce que j'entends les critiques toujours et la pression pour faire plus. Je la partage et croyez-moi, à chaque fois que je pourrais faire plus et que je peux faire plus, je le fais. J'aime pas la critique qui consiste à dire qu'on n'aurait rien fait et qu'on va tous, en quelque sorte, échouer parce que ça sert à rien et c'est pas vrai. Avant la fin du mois de janvier, je ferai ici à l'Élysée un conseil de planification écologique où j'aurai autour de moi la Première ministre, tous les ministres, nos experts et on va faire le bilan de ce qu'on doit faire sur les prochaines années et décennies. On va faire ajuster où sont nos résultats là, des derniers mois qu'ensuite la Première ministre va décliner. Et on va toucher tous les sujets. Et on va regarder de manière très concrète les choses. Et donc ce que je vous propose, c'est que moi je reviendrai vers vous pour essayer de vous expliquer peut-être en une dizaine de minutes, les conclusions de ce conseil. De manière très transparente, en vous disant où on est bon, où on n'est pas bon, parce que moi-même, à ce moment-là, j'aurais un peu fait le bilan avec tout le monde, et aussi de vous dire un peu quelles seront les grandes étapes des prochaines semaines. Et puis, dans les semaines et les mois qui viennent, je vais continuer de répondre à vos questions. Ou parfois, je suis critiqué, je prends les critiques en fonction de l'actualité, de vos interpellations. Donc, continuez de poser vos questions et je m'adapterai en fait à vos questions et à leur nature. Voilà, je file. En tout cas, merci pour vos questions, merci pour votre engagement et à nouveau, bonne année à toutes et à tous. À bientôt.